Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 3 novembre. Ce soir, l'opération des agriculteurs à l'entrée d'un abattoir de La Roche-sur-Yon. C'était ce matin au lever du jour. L'idée, vérifier si les animaux qui arrivent ne sont pas importés de l'étranger. La route du Rhum et ses premières défections, moins de 24 heures après le départ. C'est d'une part Thomas Coville et son bateau vendéen Sodebo qui sont contraints à l'abandon après une collision avec un cargo. Même chose pour Arnaud Boissière et peut-être même pour PRB. Et puis les amateurs de poules, de lapins ou encore de canards étaient à Châlons ce week-end, 10e exposition nationale d'aviculture. Mais on commence ce journal avec cette exploitation visitée par le ministre de l'Agriculture en juin dernier. Une exploitation pas tout à fait comme les autres puisque le GAEC Ursule vient de recevoir un des trophées de l'agriculture durable. Une récompense pour souligner les efforts de cette ferme biologique. Une ferme qui n'en néglige pour autant pas moins ses objectifs de rentabilité. Pierre Dalicieux. Jacques est en pleine semence. Un agriculteur traditionnel aurait semé plus tôt. Lui a décidé de faire ça au dernier moment pour ne pas avoir à désherber entre les rangs. En gros, pour ne pas avoir à utiliser de produits chimiques. Jacques est agriculteur bio et sa manière de travailler va bien souvent à l'opposé de celle d'un agriculteur normal. Quelqu'un qui est en conventionnel, qui quand il voit des coccinelles, ça veut dire qu'il y a des pucerons, il sera tenté de traiter. Nous, c'est exactement l'inverse qu'on fait. C'est-à-dire quand on voit des coccinelles, on est content, elles sont là et vont manger les pucerons. Et depuis à peu près 15 ans, on n'a jamais mis d'insecticide, on n'a jamais eu besoin de mettre d'insecticide. Attention, Jacques est bien loin de l'image que l'on peut se faire du petit agriculteur bio et ses quelques hectares. Son exploitation en compte pas moins de 280 et en fait l'une des plus importantes de son secteur. 43 km de haies comme celle-ci divisent le tout en parcelles de 6 à 8 hectares, des haies qui abritent oiseaux et insectes, utiles à la culture. C'est vendredi, c'est ça ? Pour gérer tout cela, Jacques n'est pas tout seul. Sa fille, son gendre et Sylvain sont tous les trois associés. Marie, la fille de Jacques, est née dans le bio et ne se serait pas vue faire autre chose. J'ai passé mes diplômes agricoles, je voyais bien que ce que j'apprenais à l'école, c'était pas ce que j'apprenais sur la ferme de mes parents. Mais je voyais aussi que ça fonctionnait, que ça me plaisait. Oui, il y a une fierté aussi à continuer ce que mes parents ont mis en place. Et puis, il y a aussi une fierté à se dire qu'on fait un travail qui est en cohérence avec nos convictions. Ce matin, nos 4 associés font le point pour la semaine prochaine. Jacques partira à la retraite dans 5 ans. Après une carrière engagée dans cette agriculture durable, aujourd'hui, sa plus grande fierté, c'est de pouvoir passer le flambeau sans craindre de voir son exploitation changer de voie. Ma plus grande peur, en gros, de fin d'activité, c'était de ne pas avoir une reprise dans le même sens. Pas forcément faire les mêmes choses, mais dans le même esprit. Et donc là, c'est le cas, donc je suis hyper heureux. Les 100 vaches laitières et les poulets bio n'ont donc pas de soucis à se faire. Ils ne quitteront pas leurs grandes étendues de plein air avant de longues années. Les agriculteurs de la FDSEA étaient eux devant un abattoir de La Roche-sur-Yon ce matin. Rassemblement au lever du jour, vous le voyez, pour vérifier l'origine des animaux qui arrivent sur le site. Sur les 8 camions contrôlés, aucun n'avait de bovins étrangers. La viande importée moins chère que la française étant une des raisons que les éleveurs locaux avancent pour expliquer la crise qu'ils traversent. On nous demande des contraintes environnementales, des contraintes économiques. Sociales qui derrière pèsent sur nos exploitations et aujourd'hui on consomme de la viande qui ne respecte pas ça. Si derrière les gens consomment des produits étrangers, ils consomment en même temps un SMIC allemand qui est à 500 €, ils consomment des contraintes environnementales polonaises qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et c'est ce qu'on dénonce un petit peu aussi aujourd'hui, où au niveau français, on a toutes les qualités sanitaires et la qualité des viandes et toute la traçabilité des viandes pour nourrir toute cette population française. Et on ne comprend pas pourquoi on a autant de viande étrangère qui vient sur le territoire français. Alors les éleveurs expliquent qu'ils ne lèvent pas leur ultimatum tant qu'ils n'ont pas décroché de rencontre avec le patron du groupe Socopa. Ils ajoutent que d'autres contrôles pourraient être organisés ailleurs dans le département. Encore près de 3,5 millions de chômeurs en France le mois dernier et pourtant d'après une enquête du MEDEF, plus de 75 000 postes ne trouvaient pas preneur début 2014. La faute notamment à la non-adéquation entre l'offre et la demande, les diplômes obtenus par les jeunes actifs et les besoins des recruteurs. D'où le plan national
national lancé l'année dernière, 100 000 demandeurs d'emploi en formation et son application directe en Vendée avec ce groupe industriel international. De Fontaine ne trouvait pas d'opérateur en commande numérique. Avec Pôle emploi, l'entreprise a donc formé elle-même les 8 candidats retenus. Comme à la sortie des écoles, on ne trouve plus de jeunes formés. Il nous faut nous adresser à des gens qui sont parfois déçus de leur parcours et qui ont envie de rebondir. Et c'était exactement le cas dans cette situation-là, de rebondir en changeant de métier et en faisant de la formation. Et parmi les profils recrutés par De Fontaine, des diplômés en stylisme, en hôtellerie-tourisme ou encore un entraîneur de chevaux de course. Un mot du projet de Thalasso de Saint-Hilaire-de-Riez, un projet qui devrait bien voir le jour face à la mer. Une majorité du conseil municipal de la ville a en tout cas voté pour vendredi soir, tout comme le référendum de mi-octobre, mais celui-ci n'avait pas été suffisant faute de participants. 70 emplois devraient être créés. Avant de prendre le large pour parler de la route du Rhum et de faire un détour par le Vendée Espace pour les internationaux de tennis, retour maintenant sur quelques faits sportifs marquants du week-end. Ring hockey, basket féminin et wave ski sont au programme d'Anthony Jamin. Le chaudron était une nouvelle fois plein à craquer ce samedi pour une rencontre au sommet. La Vendéenne, maillot rouge et noir, reçoit Porto dans le cadre de la Ligue des Champions. Et ça part fort du côté portugais avec 3 buts inscrits en 18 minutes de jeu. Juste avant la mi-temps, Edu Fernandez réduit le score sur ce pénalty. De retour de la pause, Porto inscrit un nouveau but, le 4e, avant qu'Edu Fernandez ne remarque à nouveau 4-2, puis 4-3 sur ce pénalty inscrit par Bruno Di Benedetto. Dans la salle, on y croit toujours, mais à 8 minutes de la fin, Rafa inscrit le 5e et dernier but portugais. Score final, 5-3 pour Porto. En basket, très large victoire du RVBC, maillot blanc et rouge, face à Reims. Dès le début de la rencontre et jusqu'à la dernière seconde de jeu, les joueuses d'Emmanuel Baudy ont dirigé le match à leur manière et à leur rythme, c'est-à-dire très élevé. Difficile même pour les adversaires du jour de recoller à moins de 10 points des Lyonnaises, qui sont en plus très efficaces sur leur shoot à 3 points. Après 40 minutes de jeu, le score parle de lui-même, 82-44 pour les Lyonnaises de La Roche-Vendée Basket Club. Pour finir, direction la côte sablaise et la plage de Tanchette avec le championnat de France de wave ski surfing. Une discipline peu connue du grand public entre surf et stand-up paddle. Pour l'occasion, les conditions étaient musclées avec une houle bien formée. Les riders locaux et du reste de l'Hexagone ont ainsi pu exprimer leur style et proposer de nombreuses figures aériennes. Et puis en football maintenant, nouveau week-end de match. Alors pour résumer, en national, courte victoire de Luçon chez les Pas-de-Calaisiens. En revanche, sévère défaite du Poiré-sur-Vie à domicile. Et puis en CFA, match nul pour tout le monde, que ce soit les Herbiers ou Fontenay-le-Comte. On prend donc la direction de Roscoff dans le Finistère à présent. C'est là qu'est arrivé le malheureux Thomas Coville ce midi. Malheureux puisque le skipper à la barre du trimaran vendéen Sodebo a dû abandonner la route du Rhum quelques heures à peine après son départ. Il a heurté en pleine nuit un cargo. Vous le voyez sur ces images, tout l'avant du bateau a été littéralement arraché. C'est la 2e fois en 5 participations à cette course que Thomas Coville est contraint à l'abandon. Le moment où je percute, je crois que c'est le pire moment de ma vie. Vraiment, j'ai l'impression, en revenant là, je me dis bon, après vous êtes tout seul dans votre bateau, à 4 nœuds, à essayer de sauver votre peau et à sauver votre bateau. J'ai vraiment pensé à tous ces gens qui vivent le traumatisme de l'accident de voiture et de l'accident de camion. Et moi, j'avais jamais vécu ça avant. Thomas Coville, le skipper Sodebo, vous le voyez, très affecté par cet abandon de la route du Rhum. Nouvel abandon qui s'ajoute en plus à ses 4 records manqués du Tour du Monde en multicoque, et ce depuis 2008. Dans le reste du classement de cette 10e route du Rhum, on va un petit peu improviser parce que ça bouge très vite. Du côté des skippers vendéens, au dernier classement de 16 heures, Lionel Régnier, Alessandro Di Benedetto et Arnaud Boissière étaient encore en course. Vous voyez leur classement à 16 heures dans leur catégorie respective.
sportive. Mais on a appris depuis qu'Arnaud Boissière a abandonné lui aussi, et ce pour plusieurs avaries techniques à bord. C'est en tout cas lui qui l'aurait dit. On attend la confirmation du côté des organisateurs. Et puis du côté des sponsors vendéens, c'en est donc fini pour Sodebo, ça on vient de le voir. En revanche, à 16h, là encore, PRB et Maître Coq étaient plutôt bien placés, mais on a appris en début de soirée que PRB avait lui aussi subi une avarie. On ne sait pas encore si son skipper, Vincent Rioux, abandonne lui aussi, comme Thomas Coville, la route du Rhum. On reparlera évidemment de tout ça demain soir. À Mouilleron-le-Captif, c'est peut-être un petit peu plus calme. C'est de tennis dont on parle ce week-end. Les internationaux de tennis ont commencé samedi avec les matchs de qualification. Je vous rappelle que plus de 80 rencontres sont prévues au Vendée Space d'ici au final simple et double de dimanche prochain. Avec quelques déceptions, cependant, peut-être pour ceux qui s'y connaissent le plus. 5 des meilleurs joueurs initialement inscrits sont finalement forfaits, comme Paul-Henri Mathieu ou encore le Tchèque Lukas Rosol, qui devait être la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Ils sont notamment remplacés par Michael Yodra, qui jouera cette semaine en Vendée, le dernier tournoi de sa carrière. Tous ces détails, eh bien, vous les retrouverez juste après le journal avec un 85 chrono tourné justement au Vendée Space, à quelques mètres seulement des cours installés spécialement pour ces internationaux de tennis. Aurélien Huard vous propose également à partir de demain soir une interview quotidienne avec un des acteurs de ce tournoi, et il se murmure que Michael Yodra pourrait justement faire partie des invités. Vous avez peut-être profité des derniers rayons de soleil pour aller fleurir les tombes ce week-end. La Vendée, c'est 282 communes et quasiment toutes ont un cimetière. Elles sont en tout cas tenues d'en avoir un, comme ici, à Landronde. Le week-end de la Toussaint, un des moments privilégiés pour rendre hommage aux disparus. Ça nous fait revivre tout ce que nous avons vécu avec ceux qui sont disparus maintenant. Et c'est un moment important. J'essaie de venir régulièrement, pas que au jour. Aujourd'hui, la Toussaint. Mes parents sont là, donc de temps en temps, il faut passer pour les voir, comme s'ils étaient encore avec nous. Et puis ce week-end à Challans, tout autre chose, c'était le rendez-vous des amateurs de basse-cour. L'Union des aviculteurs vendéens a organisé la 10e exposition nationale d'aviculture. Un événement où amateurs et curieux ont fait bon ménage dans les allées. Grégoire de Châtillon. À quoi sert vraiment une exposition d'aviculture? Eh bien, à montrer les animaux de basse-cour qui ont été préservés et sélectionnés par des éleveurs amateurs, et tout ça avec des explications. C'est l'occasion aussi du coup de voir des champions, comme ce lapin géant des Flandres, près de 8 kilos et toujours pas adulte, ou bien cette poule de race américaine Viandotte, ou ce pigeon Triganini. Sans ces éleveurs, collectionneurs et passionnés, nous n'aurions probablement pas autant de diversité. Jacques Garot, lui, élève cette race de poule Viandotte aussi, mais naine, qu'il a découvert en allant dans une exposition. Ma passion est venue, c'est parce que j'ai été en visite dans une exposition en Allemagne. Et j'ai ramené des sujets d'Allemagne. Et après, j'ai tout le temps conservé cette race. Et cette race, je l'ai en 5 coloris. Connaissez-vous Vouillé-les-Marais? C'est le nom d'une commune de Vendée. Mais pas seulement. C'est une petite canne qui a un cri bien spécial pour appeler les autres canards. Et Vouillé-les-Marais est très fier maintenant d'avoir son canard homologué à la Fédération française de volaille. Ici, c'est presque l'arche de Noé, avec des animaux accessibles que l'on peut avoir chez soi. Je suis étonné parce que de voir la diversité de tout ça, c'est formidable. Hein. J'aime bien les animaux et puis bon tous les ans je viens. Hein. C'est toujours une curiosité. Hein. Avec un peu plus de 1800 animaux exposés, on a aussi ses préférés. C'est les oiseaux, les poules et tout. Moi c'est les oiseaux exotiques, tout. Des oiseaux exotiques, des poissons d'aquarium aussi, et pour le plus grand plaisir des 2700 visiteurs qui sont venus ici, à Challans, pendant 2 jours, pour ce qui est désormais convenu d'appeler la plus grande basse-cour de l'ouest de la France. Avant de passer à la météo, un petit peu maussade, vous vous en doutez, on va ouvrir l'agenda de la semaine. Alors demain mardi, ouverture à Paris du Salon mondial de la sous-traitance industrielle, un Midest 2014 sur lequel 23 entreprises vendéennes ont décidé d'exposer sous la bannière du pôle Vendée. Aéronautique, médicale ou encore machines agricoles seront représentées. Mercredi, attention, si vous travaillez dans le centre de La Roche-sur-Yon, une importante manifestation des agriculteurs est prévue aux abords de la préfecture. 1
milliers d'entre eux devraient se déplacer pour manifester, je cite, leur ras-le-bol face aux contraintes de plus en plus nombreuses. Jeudi, 2 choses à retenir. Nous serons d'une part à mi-mandat présidentiel, 2 ans et demi derrière, autant de vent pour François Hollande. Et puis le Secours catholique publiera comme chaque année son rapport sur la pauvreté en France. Enfin, ce week-end, eh bien, on le disait tout à l'heure, demi-finale et finale des internationaux de tennis de Vendée. Les finales seront d'ailleurs retransmises dimanche sur TV Vendée en différé, mais on aura le temps évidemment d'en reparler d'ici là. Le temps de ce mardi, eh bien, a priori quand même légèrement meilleur qu'aujourd'hui, puisqu'on devrait démarrer avec une alternance de nuages et éclaircies. L'après-midi, certains pourraient même échapper à la pluie. Et oui, c'est possible. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, c'est demain, même heure, mais exceptionnellement avec Edwige Richard. Nous, on se retrouve mercredi. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à mercredi.